Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres. François Hollande est arrivé ce samedi au Mali, une visite pour soutenir les troupes françaises, accélérer le déploiement du renfort africain et promouvoir le dialogue politique au Mali. Les quarts de finale de la CAN 2013 débutent ce samedi. À la première affiche, Ghana-Cap-Vert et la seconde opposera le pays organisateur, l'Afrique du Sud, au Mali. François Hollande est arrivé ce samedi au Mali, 3 semaines après le déclenchement des opérations franco-africaines contre les djihadistes qui occupaient le nord du pays. Pour en parler, nous avons en ligne de Tombouctou notre envoyé spécial. Bonjour Abdoulaye Bari. Bonjour Khadija Kité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la visite de François Hollande à Tombouctou? Disons que le président français, François Hollande, a débuté sa visite au Mali par Sévaré, une ville qui abrite l'une des plus importantes bases des troupes françaises engagées dans l'opération Serval. Une visite éclair à l'aéroport de Sévaré d'une vingtaine de minutes, juste le temps des hymnes et des salutations aux officiels. Ensuite, François Hollande et son homologue malien, Dioncounda Traoré, se sont envolés pour Tombouctou. Ici, le chef de l'État français a eu droit à un accueil très très chaleureux. La joie des populations ici est à l'image de la liberté retrouvée. Rappelez-vous, il y a encore une semaine, la ville mythique a été libérée par les forces françaises appuyant les forces maliennes des islamistes qui l'occupaient depuis 9 mois. Officiellement, qu'a dit le président Hollande est venu encourager les forces françaises engagées dans l'opération Serval, mais aussi encourager le déploiement rapide des forces africaines. Le programme ici à Tombouctou prévoit une visite au mausolée aux édifices détruits par les islamistes lors de l'occupation de cette ville historique. Et enfin, François Hollande et son homologue Dioncounda Traoré se rendront à Bamako pour une séance de travail. Voilà l'essentiel de la visite de François Hollande. Merci Abdoulaye Bari. Merci. À présent, je vous propose d'écouter le président français François Hollande qui s'est prononcé tout à l'heure à Tombouctou. Je suis devant vous pour vous dire toute notre fierté. Lorsque j'ai pris cette décision grave, le 11 janvier, de répondre à l'appel du président Traoré dans le cadre des Nations Unies, je savais les risques que je veux secourir aux soldats. Et vous avez accompli une mission exceptionnelle. Et selon l'Élysée, pour stopper l'avancée des djihadistes vers Sévaré que s'est déclaré et déclenché l'opération Serval, quelle analyse fait-on de la suite et tentative de réponse? Une chanson, une simple chanson et les sourires se redessinent sur leur visage. Pour ces chanteurs de métier qui sont venus se réfugier de Tombouctou à Bamako, c'est une revanche sur les djihadistes qui contrôlaient leur ville et leur vie. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Tombouctou est libéré, mais ils craignent le départ des troupes franco-maliennes. Si Hollande vient ici aujourd'hui qui dit que la guerre est finie, moi je ne suis pas d'accord que la guerre est finie. On connaît Tombouctou, on connaît les rebelles qui sont là-bas. Ils peuvent se cacher ici demain. Hollande va partir, la France va partir, ils vont revenir encore. Ces réfugiés reprochent aussi à leurs frères Touareg du MNLA, un mouvement qui souhaite l'autonomie du nord du Mali, d'avoir entraîné le pays dans cette guerre, en s'alliant aux islamistes. Nos frères Touareg qui sont toujours là-bas, les MNLA qui sont à Kidal, franchement on leur dit de renoncer à leur thème, franchement parce qu'on est frères. Moi je dis si il s'agit de négocier avec ces gens pour diviser le pays, il faut passer par la guerre. Dans le centre-ville de Bamako, les députés du Nord se sont réunis pour dénoncer l'attitude du MNLA. D'après eux, ces Touaregs laïcs ont pris Kidal en otage pour pouvoir négocier leur autonomie avec le président malien et les Français. La contradiction française est de penser que le MNLA est encore l'interlocuteur du territoire du nord du Mali ou bien de Kidal, qui ne leur appartient pas. Ils ne représentent même pas la communauté Touareg du Mali. Les Touaregs constituent 10% de la population malienne. Depuis la fin de la colonisation française,
Ces hommes du désert se sentent abandonnés par le pouvoir central de Bamako. Une partie d'entre eux, le MNLA notamment, espère tirer de cette guerre un meilleur partage des ressources du pays. Voyons à présent la région qu'occupaient le MNLA et le Moujao de la frontière nord du Niger à la ville de Gao, la plus grande ville du nord qui a été la première à tomber. Nous venons de franchir la frontière malienne en quittant le Niger. La Bézanga ressemble à une ville morte. La plupart de ses habitants ont fui sous la menace djihadiste. Il n'y a plus de garde aux frontières. Ce sont désormais les habitants qui filtrent le passage. Les militaires qui gardaient les frontières sont partis depuis que le coup du mouvement a déclenché. Ils sont rentrés, ils sont partis vers Sévaré. On était là 9 mois. Jusqu'à nos jours, aucune autorité n'est venue à notre aide. La seule épicerie de la ville est quasi vide. Et les écoles fermées. Cela fait 9 mois que cet enseignant est au chômage technique. Les tables ont été pillées par les bandes armées qui ont occupé les salles de classe. Ils ont pris les planches de table, là, c'est là qu'ils ont fait la cuisine. À la Bézanga, après l'intervention militaire, les habitants réclament une intervention humanitaire. Nous mettons maintenant le cap sur Asango. À l'entrée de la ville, les traces des djihadistes sont encore fraîches, comme celles des bombardements. Ici, ce bureau des douanes transformé en poste d'observation était lourdement armé. Selon ces témoins, il a été détruit par l'armée française. La première bombe est tombée ici. On a eu peur, tout le monde tremblait de peur. Mais ces bombardements ont été accueillis avec soulagement. La rue principale est à nouveau animée. Les armées maliennes, nigériennes et françaises occupent la région. C'est à la tombée de la nuit, après 6 heures de route, que nous arrivons à Gao, où un couvre-feu est désormais en vigueur tous les soirs. Au Togo, la crise malienne s'invite dans les discussions à l'Assemblée nationale. À l'ouverture de la 4e session extraordinaire, les échanges ont porté sur l'engagement du Togo à la MISMA. Écoutons le président de l'Assemblée nationale. Suite au débat, l'Assemblée nationale prend acte de l'engagement des forces armées togolaises au Mali. L'Assemblée nationale félicite le gouvernement pour cet engagement et apporte son soutien au contingent togolais. Par ailleurs, l'Assemblée nationale suggère au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour garantir la sécurité des soldats togolais engagés dans les combats. Enfin, elle invite le gouvernement à renforcer la sécurité intérieure afin de mettre notre pays à l'abri de l'insécurité en raison de son engagement dans la mission internationale de soutien au Mali. Les opposants au président égyptien étaient dans les rues de plusieurs villes égyptiennes ce vendredi. Ils réclament le départ de Mohamed Morsi. Une personne a été tuée par balle. Scène de chaos dans la capitale égyptienne. Jets de pierre, cocktails Molotov ou encore tirs de feux d'artifice. Ces opposants au président égyptien s'en prennent au palais présidentiel. Ils ont réussi à retirer les barbelés qui ont protégé l'accès et certains tentent même d'en escalader le portail d'entrée. Obligés de se replier à l'intérieur de l'enceinte du palais, la police réplique à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre ont prévenu, la police agira avec fermeté pour protéger les bâtiments publics. Des violences qui ont éclaté quelques heures plus tôt au Caire. Rassemblés place Tahrir, banderole à la main, ces manifestants ont répété en boucle le célèbre slogan « Le peuple veut la chute du régime ». À l'appel de l'opposition, ils sont venus dénoncer la politique du président Morsi. Une requête qu'on entendait aussi dans d'autres villes d'Égypte vendredi après-midi, à Alexandrie, ou comme ici à Port Saïd, des milliers d'Égyptiens sont venus crier leur colère. Nous revendiquons la chute du régime car il sert seulement les intérêts de son clan et des frères musulmans qui prétendent être religieux. Mais en fait, ils n'ont rien à voir avec la religion et offensent l'islam. Depuis plus d'une semaine, de violentes manifestations se succèdent en Égypte contre Mohamed Morsi.
Les protestataires reprochent au président égyptien d'avoir trahi l'esprit de la révolution du Nil en s'arrogeant des pouvoirs excessifs. Les partisans du président accusent l'opposition de chercher à renverser le premier chef d'État élu démocratiquement. Pour Mohamed Morsi, c'est l'une des pires crises depuis son élection en juin dernier. Sport football, c'est ce samedi que démarre les quarts de finale de la CAN 2013. La première affiche opposera les Black Stars du Ghana aux Requins Bleus du Cap-Vert. Les explications de Yacouba Dansoko. Sans surprise, le Ghana a surclassé les équipes de la poule B. 4 fois champions d'Afrique, les Black Stars, habitués des hautes compétitions, vont aborder tranquillement ces quarts de finale contre le Cap-Vert, un pays qui dispute pour la toute première fois de son histoire la CAN. Le Ghana, sans ses ténors, est parvenu à mettre en place une équipe de dimension exceptionnelle. Pour s'imposer logiquement, le sélectionneur Kwesi Appiah va beaucoup miser sur les joueurs clés de son effectif, notamment le capitaine Asamoah Gyan, Kwadwo Asamoah, Christian Atsu, John Pencil. Le Cap-Vert, considéré par tous comme le petit poussé avant la CAN, a créé la sensation tout en déjouant tous les pronostics. Les Requins Bleus sont parvenus à enlever le deuxième ticket des quarts de finale de la poule A devant le Maroc et l'Angola. Mendes et ses coéquipiers n'ont pas encore dit leur dernier mot dans ce tournoi. Le Ghana est d'ores et déjà averti. Même s'il s'agit des matchs déséquilibrés sur papier, les Black Stars ont préparé toutes les éventualités. Ces 3 derniers jours, les joueurs ghanéens n'ont fait que des séances de répétition de tirs au but. L'autre affiche de la soirée oppose le pays organisateur, l'Afrique du Sud, au Mali. La présentation de ces deux équipes avec Yacouba Dansoko. Afrique du Sud-Mali est la deuxième affiche de cette 29e CAN Orange de football. C'est aussi la deuxième fois que les Bafana croisent les aigles à une phase finale de la CAN. La première fois, c'était à Caille lors de la 23e édition de la CAN que le Mali avait organisée en 2002. C'est également au stade des quarts de finale que les Maliens avaient privé les Bafana d'une demi-finale. Si aucun joueur sud-africain n'a pris part à cette CAN en 2002, côté malien, par contre, on note 3 rescapés, Fousséni Diawara, Adama Koulibaly Police et le capitaine Seydou Keita. Les aigles jusque-là, pas trop convaincants, vont aborder cette rencontre dans la plus grande sérénité tout en misant sur certaines individualités pour venir à bout de leur adversaire. Pour la 5e fois de l'histoire, les aigles du Mali affronteront le pays organisateur en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En 4 confrontations face au pays hôte, le Mali n'a jamais perdu. La dernière remonte en 2012 face au Gabon. Les aigles avaient battu au tir au but les Panthères au quart de finale. L'Afrique du Sud, qui s'est classée première du groupe A, va beaucoup miser sur la fraîcheur physique de ces jeunes footballeurs pour étouffer le Mali. Le pays de Nelson Mandela va néanmoins bénéficier du soutien de son public qui fait trembler tous les stades. Une chose est certaine, les amoureux du ballon rond auront droit à un match explosif. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision.